Au plaisir de retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la rétrospective des faits marquants de la semaine. Cette semaine a été marquée par la visite de travail à Conakry du président par intérim de la Guinée-Bissau. Cette visite s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Plusieurs questions liées à la situation de la sous-région ouest africaine ont été abordées. Occasion pour Manuel Serifo Namadjo d'exprimer sa gratitude au chef de l'État guinéen pour son engagement en faveur de la paix dans son pays. Le point avec Diabachir. Cette visite du président bissau-guinéen par intérim à Conakry s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Au cas de Bellevue, les deux chefs d'État ont échangé sur la nécessité de redynamiser la coopération sous-régionale au bénéfice des peuples, notamment ceux de l'OMVG. Je suis là pour rendre visite son Excellence président Alpha Condé, qui est un grand frère, médiateur de problèmes de Guinée-Bissau, mais surtout dans le cadre sous-régional, et on partage l'OMVG. C'est dans les consultations régulières qu'on a eues depuis que je suis là pour avoir son conseil et voir comment on peut démarrer cette ONG. Vous savez que c'est une ONG, organisation très importante pour notre sous-région. OMVG que implique Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sénégal et Gambie. Il a été aussi question au cours de cette rencontre de parler de la situation sociopolitique actuelle de la Guinée-Bissau. Le numéro 1 du pays semble optimiste quant au dénouement de la crise qui prévaut dans son pays. On est en train de mener un dialogue national inclusif et on attend que notre partenaire de communauté internationale nous soutienne pour que le recensement soit fait et que les élections déroulent d'un esprit tranquille. Président par intérim à deux reprises de l'Assemblée nationale populaire de 2009 à 2012, Manuel Serifo Namadjo a été désigné président intérimaire le 20 avril 2012, un poste qu'il devrait assumer durant 12 mois dans un pays qui a connu pour l'instant 16 chefs d'État depuis son indépendance en 1973. Parlons santé à présent dans ce magazine. La Fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile, PROSMI, a procédé mercredi dernier au lancement officiel du forum de plaidoyer en faveur de l'assainissement et de l'hygiène publique. La démarche vise à mobiliser les ressources financières et matérielles nécessaires pour la réalisation de ce projet. Un projet dont le coût global est estimé à plus de 3 milliards de nos francs. La rencontre s'est tenue au Palais du Peuple et a mobilisé plusieurs personnalités de haut niveau. Diabachir, reportage. Avec le slogan « Tous ensemble, mobilisons-nous pour rendre notre capitale propre et attrayante », ce projet vise à assainir et à donner à la capitale guinéenne un environnement sain, d'où la tenue de ce forum. L'initiatrice du projet, la Fondation PROSMI pour la promotion de la santé maternelle et infantile, compte mobiliser à travers ce forum les ressources nécessaires pour sa réalisation. Les partenaires dont l'engagement et la détermination ne sont plus à démontrer pour accompagner de telles initiatives ont été remerciés par la présidente de la dite fondation. L'assainissement de Conakry élargi aux autres préfectures de Guinée profonde demeure une priorité qu'il faut résoudre par tous les moyens. Nous ne doutons que la protection de l'environnement et des différents écosystèmes en général, ainsi que la propriété de la ville capitale, baromètre de l'état de santé des populations, constituent des activités permanentes inscrites dans le plan d'action de ma fondation à vocation sociale, humanitaire et de santé publique. Ce projet d'assainissement et de l'hygiène publique, dont le coût global est estimé à 3 milliards 679 millions 050 francs guinéens, s'étendra sur 6 mois et concernera les 5 communes de la capitale. Pour y parvenir, les partenaires nationaux à travers le gouvernement guinéen comptent bien jouer leur partition pour la réussite de l'objectif. Un objectif qu'ils jugent d'ailleurs salutaire. Le ministère de la Coopération internationale s'engage à apporter son soutien à la mobilisation des ressources pour le financement de cette action salvatrice de la Fondation de la Première Dame de la République
Cette action que vous engagez aujourd'hui prouve une fois de plus vos qualités exceptionnelles de femme au foyer. Soucieuse de la propriété, de la santé et du bien-être de toute la famille. Mieux, elle s'inscrit en droite ligne la volonté de votre illustre époux, le professeur Alpha Condé. La Fondation Prosmi pour la promotion de la santé maternelle et infantile est une structure humanitaire qui œuvre pour le bien-être des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Autre fait a retenu l'attention cette semaine, c'est le coup d'envoi jeudi à Conakry d'un symposium pour l'apprentissage des jeunes en Guinée. La rencontre initiée par l'association Apprentissage sans frontières s'est étendue sur 3 jours durant lesquels les participants se sont penchés sur les mécanismes de mise en œuvre d'une stratégie permettant aux jeunes d'être en phase avec les réalités et du marché de l'emploi. Les travaux ont démarré sous l'égide du ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Aminata Djountou Diallo. Était de la partie, voici son compte rendu. L'ASF Apprentissage sans frontières est une association à but non lucratif active dans le secteur de la coopération pour le développement. Elle œuvre pour la valorisation de l'éducation par l'apprentissage au niveau international à travers la mise en place de centres d'apprentissage multifonctionnels proposant des formations dans différents domaines. Sa volonté est de permettre aux jeunes de se former dans des métiers enrichissants à travers l'apprentissage afin qu'ils puissent trouver un emploi valorisant et ainsi devenir autonomes. L'objectif recherché, c'est d'abord de lutter tout de suite contre le chômage des jeunes. Parce que la Guinée va être confrontée à un problème classique, c'est celui de signer de grands contrats avec des entreprises, avoir une jeunesse qui n'est pas formée, donc qui ne peut pas être résorbée par le marché de l'emploi. C'est un système qui devra être adapté aux conditions de la Guinée, aux besoins de votre pays, aux besoins de vos jeunes, aux besoins de vos entreprises, mais je suis persuadé que c'est un système qui peut être totalement exporté. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, ce symposium s'inscrit dans le cadre du démarrage d'un projet de développement progressif de l'apprentissage duel en Guinée, à l'image de certains pays africains comme le Niger ou le Cameroun. Il a fait mention du paradoxe qui existe entre le chômage et les besoins du milieu de l'emploi en Guinée. Vous conviendrez avec moi que cette situation relève de la très faible pertinence des formations distancées qui sont, la plupart, caractérisées par la rupture structurelle entre les institutions de formation professionnelle et le milieu de l'emploi, l'inadéquation des programmes de formation aux besoins des employeurs, le déficit de remise à niveau des formateurs, la non-implication du milieu de l'emploi dans l'orientation et le fonctionnement du dispositif de formation professionnelle. Le formateur, quant à lui, s'est appesanti sur le système dual qui, à ses yeux, constitue un moyen de lutte contre la crise de l'emploi des jeunes. Le système dual, c'est la base de la formation en Suisse. C'est un système qui permet de donner de l'emploi à l'ensemble des jeunes de mon pays. On peut devenir apprenti après l'école obligatoire, ça veut dire qu'à l'âge de 15 ans, on peut apprendre un métier. On apprend un métier en 3 ans ou en 4 ans. On passe des examens et on peut travailler dans une entreprise. On est un professionnel reconnu par l'ensemble des métiers. Pendant ces 3 jours, les participants se pencheront sur les réalités de la formation et de l'emploi des jeunes en Guinée. Une école nationale d'administration verra-t-elle bientôt le jour en Guinée? Rien n'est moins sûr. En tout cas, les autorités guinéennes et leurs partenaires travaillent sur le projet. Une mission de l'ENAP du Québec séjourne actuellement à Conakry. Elle a eu cette semaine une séance de travail avec les cadres du Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration. C'est un reportage de Mamadi Kamisoko. Pour se doter d'une administration moderne et capable de répondre aux aspirations du peuple, la Guinée se doit de former des cadres supérieurs, d'où l'engagement des autorités pour la création d'une école nationale d'administration à l'image d'autres pays. Et c'est justement l'objectif du séjour de cette mission de l'ENA du Québec à Conakry. Pendant une dizaine de jours, des orientations stratégiques seront proposées au Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration. Cette décision de mettre en place une ENA permettra fort probablement de fédérer des efforts qui sont faits en matière de formation des cadres supérieurs de l'administration. Il faut bien sûr arrêter le profil de cet établissement, donc arrêter dans un premier temps les orientations stratégiques qui devraient guider la mise en place de l'ENA
pour par la suite ou dans de prochaines missions aller à un niveau beaucoup plus opérationnel pour la conception des programmes, les profils de compétences des enseignants qu'on devrait retrouver dans cet établissement et ainsi de suite. Cette phase 1 qui concerne les études préliminaires du projet s'étend sur 3 à 4 mois, une période à l'issue de laquelle l'État est obligé de mettre la main à la poche pour la mise en œuvre de l'initiative présidentielle. Cette étude est prévue à peu près pour 3 à 4 mois. Et après, il faut également engager les études architecturales. On a déjà un site de 6 hectares. Donc la mise en place de l'ENA proprement dite, il faut mobiliser des ressources, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le projet ENA, c'est un projet qui est porteur de refondation de l'administration publique guinéenne. En ce sens qu'il va être le train, les moyens qui va nous permettre de professionnaliser notre administration et de renforcer davantage sa performance. La création d'une école nationale d'administration en Guinée est l'un des volets de la réforme en cours dans l'administration publique. L'atelier de réflexion sur l'avant-projet du Code des douanes révisé s'est refermé mercredi à Conakry. La rencontre a regroupé plusieurs responsables des services douaniers du pays. Les participants ont apporté des corrections assorties de recommandations, documents censés ouvrir la voie à la modernisation de l'administration douanière guinéenne. Des précisions dans ce compte rendu d'Aminata Djuntoujalo. Pendant 3 jours d'intenses travaux, des débats fructueux et francs entre les membres de chaque groupe, les participants estiment que cet atelier leur a permis de relever les insuffisances afin de procéder aux corrections assorties de commentaires et de recommandations. Des observations ont aussi été faites et intégrées dans le document final qui sera présenté à l'atelier national. À l'issue des travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction pour l'organisation de cet atelier qui leur a permis de s'approprier du projet du Code des douanes. Ils ont particulièrement recommandé la démultiplication de tels ateliers qui permettront aux cadres de mieux comprendre et de maîtriser les principaux textes législatifs et réglementaires de l'administration des douanes en vue de leur correcte application. Enfin, Monsieur le Directeur, les participants adressent à la Direction générale des douanes leurs félicitations et leurs encouragements pour des efforts sans cesse croissants qu'elle déploie pour la réforme et la modernisation de l'administration des douanes. Les participants s'engagent à accompagner la Direction générale dans ce processus. Le directeur général des douanes, lui, se dit convaincu qu'à l'issue de cet atelier, l'avant-projet du Code des douanes révisé sera sans doute présentable à l'atelier national avant de faire mention de l'importance de ce code pour l'administration douanière guinéenne. Il promet de tout mettre en œuvre pour l'organisation de cet atelier national qui est, selon lui, l'une des étapes à franchir avant la validation du dit projet. Je suis sûr que le travail que vous avez fait est un travail comestible. C'est un document compréhensible par tous, un document lisible que vous avez élaboré ces 2 jours. Le Code des douanes est un instrument principal de l'administration des douanes. C'est ce document qui nous permet de collaborer, non seulement à l'interne, mais de collaborer avec nos partenaires externe. C'est notre document juridique. Nous allons très bientôt demander au bailleur, qui est la Banque africaine de développement, de nous permettre d'organiser rapidement l'atelier national au cours duquel nous allons inviter tous les autres partenaires. L'ancien code mérite d'être révisé pour que l'administration douanière soit en conformité avec les normes internationales, a conclu le directeur général des douanes. La mission d'observation de l'Union européenne a conféré cette semaine avec le commandant de la force spéciale de sécurisation des élections législatives. Les discussions ont porté sur la mission de la FOSEL, sa composition et les dispositions prises pour le déploiement de ces agents sur le terrain. La mission veut en effet s'assurer de l'efficacité du dispositif mis en place pour la sécurité du processus électoral. Fanta Conté.
Arrivée depuis quelques jours en Guinée, la mission d'observation de l'Union européenne multiplie les concertations avec les acteurs impliqués dans le processus électoral. Après la présidence et la CENI, elle a rencontré ce lundi le haut commandant de la force spéciale de sécurisation des élections législatives. Créée le 29 août dernier par décret présidentiel, la FOSEL sera composée de 16 000 hommes qui seront déployés sur le terrain pour la sécurisation du scrutin législatif. Plusieurs questions ont été soulevées par la délégation, notamment pourquoi la FOSEPEL est désormais appelée FOSEL et les dispositions urgentes prises pour sécuriser la campagne électorale. On est tout à fait conscient du rôle très important que la FOSEL va jouer tout au long du processus. Le général nous a très bien accueillis, on a discuté un peu des thématiques sur le plan logistique, quel est son rôle, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils seront déployés. Donc pour comprendre aussi de leur côté comment ils vont assurer la sécurité du processus, bien évidemment, en relation étroite avec la CENI. Je pense que c'est très important pour nous d'avoir des relations étroites avec tous les interlocuteurs et tous les acteurs du processus électoral. Concernant les moyens logistiques et financiers estimés à 15 millions d'euros que la communauté internationale avait promis de mettre à la disposition de la FOSEL, le général Ibrahima Baldé a signifié à la mission qu'ils sont toujours dans l'attente. La communauté internationale s'est décidée d'accompagner le gouvernement guinéen sur l'ensemble du processus électoral. Donc c'est dans ce cadre qu'elle a fait des propositions auxquelles nous avons obéi en nous demandant une expression de besoins. Nous avons exprimé les besoins et à l'heure où je vous parle, nous attendons une réaction momentanée de la part de cette communauté internationale pour nous accompagner dans la sécurisation des élections. La mission compte rencontrer d'autres acteurs du processus. Le but est de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour la tenue correcte des législatives du 24 septembre prochain. Et puis un atelier de formation s'est ouvert mardi à l'intention des formateurs superviseurs du consortium pour l'observation domestique des élections en Guinée. Une cinquantaine de participants suivront pendant 3 jours divers modules de formation devant leur permettre de jouer efficacement leur partition dans l'observation des élections. C'est une initiative de National Democratic Institute sur financement de l'USAID, comprendu à Djiratoba. Bientôt les législatives en Guinée. À ce sujet, le NDI continue de former différentes structures concernées par ce scrutin afin de contribuer à sa transparence, sa crédibilité et son acceptation par tous. Ce mardi, c'est au tour du Code d'être outillé à travers un atelier de formation des formateurs. Cet atelier devrait aider les participants à faire une observation professionnelle. L'observation électorale nationale aujourd'hui en Guinée est vivement souhaitée de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral qui estiment qu'elle permettra de décourager, de réduire les tensions et les fraudes découlant souvent du fait de l'ignorance, de la non-maîtrise ou des tripatouillages de toutes sortes dans ce processus électoral fortement marqué par le manque criard de confiance entre les acteurs. Durant 3 jours, les participants seront outillés sur les principes de l'observation citoyenne et non partisane. Les moyens de collecte et de remontée des informations électorales pour être aptes à former les observateurs du Code dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry dans les prochains jours. L'importance de ce renforcement de capacité n'a pas laissé les bailleurs de fonds indifférents. Cette activité qui nous réunit ce matin et qui a été initiée par notre partenaire, le NDI, s'inscrit dans la logique de l'actualité que traverse la Guinée. Il s'agit essentiellement des élections qui sont actuellement en poupe et dont les candidats sont en droite ligne pour être élus par le suffrage de ce pays. Afin de tenir des élections sans violence, la CENI invite la société civile à plus d'engagement. Rencontre cette fois-ci de concertation cette semaine entre le ministre des Droits de l'Homme, des représentants de partis politiques ainsi que ceux des organisations de défense des droits de l'homme. Toile de fond de la rencontre, la mise en place d'un comité technique de veille du processus électoral. La démarche vise à prévenir les violences et réduire les violations des droits humains durant cette période de campagne électorale. Les précisions de Fanta Condé.
C'est dans le souci de prévenir les violences et pallier aux éventuelles violations des droits de l'homme en cette période électorale que le ministre Khalifa Gassama Diaby s'est entretenu avec les différents acteurs impliqués dans ce processus. À l'issue des débats, il a été décidé de la mise en place d'un comité technique de veille pour le monitoring des élections législatives du 24 septembre prochain. Ce comité sera composé des organes gouvernementaux et des organisations de la société civile sous tutelle du ministère des droits de l'homme. Sa mission principale sera d'observer et de suivre les différentes campagnes et d'alerter les autorités en cas de dérapage. Nous sommes dans un processus électoral. Nous savons que dans notre pays, ces périodes électorales sont souvent des périodes qui occasionnent des violences injustifiées et injustifiables. C'est dans le souci de préserver cela, de permettre à ce que cette période électorale se passe dans des meilleures conditions possibles, que le ministère des droits de l'homme a décidé de vous inviter aujourd'hui et de discuter avec vous sur la possibilité de mettre en place une structure de veille. La mise en place de ce comité de veille a été bien accueillie par les participants à cette rencontre. J'exprime une grande satisfaction à l'issue de cette rencontre. Encore une fois de plus, on voit le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques se mettre notamment sur la scène de l'évidence. Et nous espérons apporter nos conseils techniques pour le bon déroulement de ce comité de veille. Notre comité qu'on met en place, toujours pour qu'on puisse faire des élections dans la paix. Moi, je crois qu'il faut l'apprécier. La démarche des autorités de ce département est de faire de la Guinée un État démocratique, respectueuse des principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés publiques. Autre fait marquant à se mettre sous la dent cette semaine, 3 individus abattus dans la nuit de mercredi à jeudi dernier par des éléments des brigades anticriminalité. Les faits se sont produits lors d'une opération menée par cette brigade mixte à Kandeka, une localité située dans la commune de Matoto. Les 3 hommes auraient trouvé la mort dans un échange de tirs. Explication Benoumar Silla. Il s'agit de Ibrahima Souri Silla, Ahmed Tidjane Bangoura et Kota, selon les dossiers retrouvés sur eux. Tous abattus par des agents des BAC 6 et 8 dans la nuit de mercredi à jeudi à Matoto, Carrefour Kendeka. Une filature après des kilomètres parcourus nourris de tirs à balles réelles. Au nombre de 5 présumés bandits, les agents ont réussi à tuer 3 d'entre eux. C'est aujourd'hui à 3h30 du matin qu'un groupe de bandits dans un véhicule Mercedes, c'est venu s'introduire dans une concession de la compagnie de Tombolia, où un bon citoyen quand même a pris sa moto pour venir informer le commandant de la BAC numéro 8, qui a son tour à mobiliser ses hommes pour partir vers les bandits. Mais arrivé là, la première concession qui avait été envahie par les bandits, ils avaient quitté. De retour maintenant, ils sont venus prendre un boutiquier en cours là qui était devant sa boutique. Ils ont braqué les petits, ils l'ont malmené, ils sont rentrés, ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre. Et c'est à l'issue de ça qu'ils sont parvenus quand même à battre 3 bandits. Ce groupe de présumés bandits a été surpris par les forces de sécurité après une opération dans une boutique à Tombolia où ils ont pris plusieurs objets de valeur et frappé le gérant. Ils m'ont trouvé en train de faire l'ablution. Ils ont garé leur voiture devant ma boutique. Un est descendu et braqué l'arme contre moi et m'a ordonné de faire sortir de l'argent. Ils ont cassé l'armoire et emporté une importante somme d'argent et des paquets de cartes de rechange. La Mercedes 4x4 RC 1337T, utilisée par les 3 hommes abattus, a une force immatriculation, a précisé le directeur national des transports terrestres après vérification par ses services compétents. Ce numéro est un faux numéro. Le numéro correspondant au véhicule, c'est bien une Peugeot et non une Mercedes. Les gens, ils partent se procurer des plaques n'importe comment. Ce n'est pas des plaques même homologuées par la Direction nationale des transports.
Parmi les hommes tués figure Kota, un récidiviste plusieurs fois arrêté par les unités de sécurité pour des cas de vol de véhicules et d'attaques à main armée. Et la nuit de mercredi a été pour lui la dernière nuit de sa vie. Les 10 unités de BAC réhabilitées et implantées à Conakry, Dobreka et Koya en décembre 2012 sont plus que jamais engagées dans la traque des malfrats. Mettre en place une police de proximité pour renforcer la sécurité des citoyens, c'est le combat actuel du département de tutelle. Il coûtera 5 millions d'euros et sera exécuté par Civipol, une agence française. Il s'agit d'un programme qui s'étendra sur 8 mois. Vendredi, le ministre de la Sécurité et les partenaires ont fait le point de l'évolution globale du projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale dans le but de la rapprocher des citoyens, comme rendu à Djiratoba. Ce projet met l'accent sur la restauration de la confiance entre la police et la population. À ce sujet, des actions sont déjà entamées pour la formation, l'équipement et la sélection des agents de police. Tout un travail va être fait donc pour déterminer quelles sont les spécificités de la société guinéenne, votre socle culturel, les modes de régulation sociale dans les quartiers, pour adapter nos modes de fonctionnement de police de proximité à vos attentes de sécurité et de lutter aussi contre la petite et la moyenne délinquance. Ce programme est divisé en 3 composantes principales. La première composante, il s'agit de restaurer le lien entre la population et la police et rapprocher la police de la population afin de mieux assurer sa protection. La composante numéro 2, il s'agit de professionnaliser la capacité opérationnelle de la police tout en créant les liens avec les autres acteurs. Et alors une troisième composante qui est un peu plus technique et qui viendra en fin de programme, restaurer au cœur du fonctionnement de la police les principes d'état de droit, droits de l'homme, bonne gouvernance. Pour ce programme pilote, les zones de Matam, Ratoma et Zérékoré ont été choisies à cause de leur superficie, la densité de leur population et le taux élevé d'insécurité. La criminalité, le banditisme, c'est un fait de société. Nous n'atteindrons jamais le point parce que nous sommes rentrés aujourd'hui dans le concert des nations, la proximité et la migration par-ci, par-là aidant. C'est chercher à mettre toutes ces activités sous contrôle. Elle sera encore mûre, efficace, avec la participation de la population guinéenne. C'est ce que ce projet est en train de démontrer, de faire inculquer ça d'abord à nous, agents de sécurité. Comment aborder cette population pour qu'elle nous soit utile dans sa propre sécurité. Ce projet de 18 mois compte impliquer les citoyens dans la définition et la résolution des problèmes de sécurité dans les zones ciblées. Un exemple qui devrait permettre de tirer les leçons pour d'autres programmes futurs. Voilà comment se referme ce magazine que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous souhaite une excellente fin de week-end en compagnie des programmes de la télé Évasion Guinée. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.